Amis de la poésie, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de ce poème très connu de Paul Éluard, répondant au nom de « Liberté ». Ce poème a été écrit en 1942, sous l'occupation allemande, mais nous allons éviter de nous attarder sur le totalitarisme nazi, le sujet ayant été traité de très nombreuses fois déjà, et par des gens certainement plus aptes que moi à le développer. Aujourd'hui, en 2021, quand on parle de liberté, on pense nécessairement à la démocratie. Aussi, alors que nous sortons de périodes de confinement et couvre-feu à répétition, il me semble intéressant de réfléchir un peu sur le genre de liberté que nous offre la démocratie. Mais commençons par dire deux mots sur le poète. Paul Éluard est né en 1895 à Saint-Denis. Il est donc, comme nous, il n'a toujours connu comme seul régime que la démocratie. Enfin, jusqu'à l'arrivée des Allemands, en 1940. Et effectivement, la soumission à l'autorité hitlérienne, les patrouilles militaires quotidiennes, le rationnement, le service du travail obligatoire et tant d'autres choses encore ont fait comprendre à Paul Éluard que la fin de la démocratie et la mise en place de la collaboration, c'était la mort de la liberté telle qu'il l'avait connue. Mais bien avant ça, Paul Éluard était déjà un amoureux de la liberté. Il fit ses premières armes artistiques avec Dada, avant de se tourner vers le surréalisme. Dans les années 20, le monde sortait de la Grande Guerre. De ses décombres, on espérait du nouveau. C'était là la démarche du surréalisme. Abandonner les carcans de l'ancien monde pour libérer le langage et changer la vie. Le but étant de laisser parler l'inconscient, le monde du rêve, et le voir s'épancher sur papier ou sur toile. Cette démarche atteint son paroxysme avec l'écriture automatique. Mais Éluard dépasse l'automatisme pur. Ces associations étranges qui peuvent sortir de sa psyché, il les raffine, il les émonde, il les chantourne pour en faire de la poésie. Ce poème, Liberté, est un parfait exemple de ces associations de mots qui n'ont au premier abord aucun sens, qui pourtant exhalent un sentiment, une impression, une émotion. Je ne vais pas lire le poème en entier, car il est très long, mais voici quelques extraits de ces 21 strophes de 4 lignes. Sur mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Face au despotisme nazi, Éluard ne songe qu'à une chose, écrire partout, tant qu'il peut, sur les murs et dans les esprits, le mot « liberté ». Mais nous sommes là en 1942. Dès le début des années 20 déjà, Éluard avait l'intention de briser toutes les chaînes qui pouvaient le retenir. Il laisse un petit mot à son ami André Breton, dans lequel il annonce qu'il avait l'intention de ruiner la littérature. Et il a quelque part réussi. Ce poème fait partie des grands classiques de la littérature française. Il a ému plusieurs générations de lecteurs et très certainement touché l'âme du spectateur. Pourquoi dis-je alors qu'il a réussi à ruiner la littérature? Ce texte a un sens, une colonne vertébrale directrice. On part de l'enfance, avec les cahiers et les pupitres, on se lance dans le monde, la jungle et le désert, on explore la nature, étangs, lacs, oiseaux, on fonde un foyer avec une maison, un chien, on se lie à des corps et des âmes, avant d'enfin gravir les marches de la mort. Mais scander « J'écris ton nom », telle une litanie, redonne vie au poète. Le poème se finit très exactement ainsi. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Ainsi se dégage un sens global à ce texte. Chaque vers pris à part n'a que peu de sens. Mais l'ensemble du texte a une force d'évocation qui nous fait presque aller au-delà de la poésie. Ce n'est plus le sens du mot qui donne sa force au texte, mais l'émotion qu'il dégage. Et c'est justement ce qui me dérange dans ce poème. Sa force d'évocation n'est justement que force d'évocation. Le spectateur me répondra que c'est justement là toute la force de ce poème. Et il aura bien raison. Mes goûts personnels ne sont bien heureusement pas les talons du bon goût. Et Paul Éluard, en écrivant ce poème qui deviendra un trésor de la poésie, il redéfinit ce qu'est l'écriture.
et par cela réussit à ruiner la littérature telle qu'elle était. Pourquoi avoir choisi de présenter ce poème si je ne l'apprécie pas alors ? Eh bien, parce qu'il représente une certaine vision du monde, à savoir la liberté comme enfant de la démocratie. Au début du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville est parti aux États-Unis y observer sa démocratie naissante. Il en a tiré un livre en 2 tomes titré « De la démocratie en Amérique ». Ce livre a eu un énorme succès. Il y dépeint les mécanismes de la démocratie et les nombreux bienfaits de ce système de gouvernement. Dans la 4e partie du 2e tome, il nuance cependant un peu son propos et essaye d'explorer quels risques les nations démocratiques auraient à craindre. La citation que je vais lire est un peu longue, mais elle mérite l'attention du spectateur. Rappelons-nous que ce livre a été publié en 1840, c'est-à-dire bien avant l'avènement de la société de consommation ou des médias de masse. Écoutez. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils remplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela, s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Les habitués de ma chaîne trouveront là un thème qui m'est assez familier. Ce sentiment de paix extérieure qui masque un grand vide intérieur. Ce sentiment, il était jusqu'aux Lumières comblé par la religion. Durant le XIXe siècle, les romantiques ont cherché à combler ce vide, à redéfinir les relations entre le spirituel et le temporel. En tête de file de ce renouvellement furent les poètes. Tant et si bien que durant cette période, la poésie eut pour prétention d'assumer le rôle traditionnel de la religion, d'instituer une sorte de culte de l'idéal sous la forme d'une transcendance de la beauté, de la création et de la perception artistique. Ce projet transcendantal a plus ou moins posé les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art. Au siècle suivant, les André Breton, les Louis Aragon, les Paul Éluard ont voulu mettre à bas cette dimension religieuse afin de placer au centre de l'art l'humain, l'artiste, et non plus l'idéal divin, redéfinissant là le but et le concept même de l'art. C'est un sujet qui m'obsède depuis des années. D'abord en tant qu'artiste, puisque, face à ma feuille blanche, je me pose la question. Quel est mon but? Où est-ce que je souhaite aller? Quel est cet idéal que je voudrais atteindre? Ensuite, en tant que public, qu'amateur d'art, qu'est-ce que je recherche en contemplant un tableau, en lisant un poème, en écoutant une sonate? Au fil des années, j'ai réussi à tracer des ébauches de réponses. Réponses, somme toute, très personnelles. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité ultime, bien loin de là. Surtout dans ce domaine si subjectif qu'est l'art. Mais réponse tout de même.
C'est pourquoi j'ai réalisé une série d'une douzaine de vidéos ayant pour thème, pour sujet central, le sens de l'art. Je ne dérogerai pas mon format, chaque vidéo gravitera autour d'un poème et me permettra d'élargir le sujet pour répondre à cette grande question. Qu'est-ce que l'art? Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, non pas pour me faire plaisir et faire grossir mon nombre d'abonnés, même si cela me fait effectivement plaisir de voir grossir mon nombre d'abonnés, mais tout simplement pour pouvoir suivre la sortie de ces vidéos au cours des prochaines semaines.